Bon, alors c'est assez compliqué, je peux l'imaginer pour le grand public. Euh, il y a eu un processus, évidemment, euh, que j'ai que j'ai développé. Il faut dire que quand j'ai été élu sur la liste du Parti populaire, à l'époque, j'étais très, très con par rapport à aujourd'hui. Je ne m'étais pas encore rendu compte de la réalité du grand mensonge qui nous entourait. Et, et donc c'est petit à petit, en étant à l'intérieur même du monde politique, en voyant comment les médias pouvaient manipuler les informations où je vivais, que je me suis rendu compte que la réalité n'était pas celle qu'on voulait bien nous dire tous les jours dans les journaux ou aux journaux télévisés. Alors l'évolution aussi, elle est due au dossier du trou. Je pense que le jour de ma conférence de presse où j'ai voulu faire des révélations sur base du dossier d'autopsie de Julie et Mélissa, je ne m'attendais pas à une telle levée de bouclier des médias. Je ne m'attendais pas non plus à ce que l'opinion publique réagisse de cette manière-là et soit à ce point influencée. Faut dire qu'ils ont été très très loin puisqu'on m'a totalement censuré et que des ministres se sont permis de raconter des mensonges à mon sujet. Quand j'ai vu à quel point quelqu'un qui, dans une démarche positive, tente de remuer, certes, un dossier difficile, un dossier qu'on aimerait bien savoir totalement étouffé, mais quand quelqu'un vient dans une démarche positive pour essayer d'apporter la vérité, de ne pas trop apporter lui-même les solutions, mais de mettre en œuvre un mouvement pour qu'on continue d'enquêter, comment on fait passer cette personne qui est dans une démarche positive pour une crapule. Je me suis dit, si ça se passe avec moi, ça peut se passer avec n'importe qui. Et c'est là que j'ai compris que les Dieudonné, Soral, ces gens qui étaient totalement discrédités au niveau médiatique, n'avaient certainement rien fait pour que ce soit le cas, et ne méritaient certainement pas. Et donc je me suis intéressé encore plus à tout ce qui se disait au niveau de la dissidence, et finalement je n'ai plus eu peur, moi non plus, de clairement m'afficher de ce bord, parce que je crois qu'il y a tellement une grosse désinformation que c'est comme l'histoire du salut nazi inversé. Hein. La quenelle, ce n'est pas un salut nazi inversé. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a été imaginé que ça pouvait être un salut nazi inversé, mais il faut vraiment être con pour arriver à une telle conclusion. Mais je crois qu'il faut être con, mais surtout il faut avoir un esprit mal tourné et avoir véritablement l'intention de nuire aux personnes. C'est la volonté aujourd'hui de tous ceux qui véhiculent ces fausses vérités et ces mensonges. Mais le pire, malheureusement, c'est que les citoyens, ils les croient, à force d'être répétés, comme on le dit souvent, à force d'être répété, un mensonge devient vérité. Donc voilà, comment je suis passé du MR à Debout les Belges, c'est vraiment par une prise de conscience. Lorsqu'on reste à l'écoute des médias traditionnels, qu'on croit que les politiciens font bien leur travail, on reste un peu dans cette logique des citoyens actuels qui ne se réveillent pas. Et lorsqu'on se rend compte, qu'on gratte, qu'on tente de se renseigner, qu'on fait ses propres recherches, ses propres analyses, qu'on s'informe sur les réseaux sociaux et dans les médias alternatifs, on se rend compte qu'une autre actualité existe. Et c'est ce chemin-là que j'ai pris, et c'est ce chemin qui m'a rendu un peu plus intelligent aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque. Et je n'ai pas de honte par rapport à mon parcours. Hein. J'étais au MR, au Parti populaire, j'ai essayé de créer le MLD à un moment donné. Ça n'a pas été parce qu'il y a eu énormément de pression extérieure, beaucoup d'espions, beaucoup de fouines. Voilà, maintenant, vu la démarche, je pense que Debout les Belges a beaucoup plus de chances d'évoluer. Et là, c'est un mouvement politique ou citoyen, il peut très bien rester un mouvement citoyen qui a vocation à se développer et à être pérenne en tout cas. Donc au niveau de la virulence, je suis comme je suis. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Tout simplement, je suis quelqu'un qui va au bout de ses idées. Je suis un idéaliste, peut-être utopiste aussi. Et donc, lorsque je me charge d'un dossier, je le prends à cœur. Et donc, c'est clair qu'à un moment donné, je n'accepte plus le comportement des autres députés, des ministres,
parce que c'est un comportement de mépris. Et nous ne sommes pas au Parlement pour avoir du mépris à l'égard des députés, quels qu'ils soient. On est là normalement pour représenter les citoyens, et donc derrière nous, il y a les citoyens. Donc le mépris qui est affiché à mon égard, pour moi, n'a pas lieu d'être, parce qu'en me méprisant, il méprise la démocratie. Et donc c'est quelque chose qui est particulièrement désagréable. Maintenant, c'est clair que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je fais mon boulot. Je dois le faire souvent dans des conditions qui ne sont pas faciles. Au début, quand j'ai été élu parlementaire, je faisais des interventions beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées. J'étais plus dans le politiquement correct. Ils m'écoutaient quand même pas non plus. Donc là, j'ai décidé d'être moi-même. Je fais mon boulot. Je dis ce que j'ai à dire, comme le dirait n'importe quel citoyen. Pourquoi ? Parce que le problème des hommes politiques aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont aucune connexion avec le monde réel, avec la vie des citoyens. Ils ne vont pas sortir en rue et écouter ce que les citoyens ont à dire. Ils sont très protégés. Eh ben moi, j'ai envie qu'il y ait dans ce Parlement quelqu'un qui leur parle comme s'il se trouvait au comptoir d'un bistrot. Et qu'on ne va pas toujours utiliser un vocabulaire châtié. Je peux le faire, mais j'en ai marre de le faire. Parce que ces gens, franchement, ils m'emmerdent. Ils m'emmerdent dans leur manière d'être, ils m'emmerdent dans leur mépris. Et donc, ils méritent un électrochoc. Ils méritent véritablement qu'on leur dise une bonne fois les choses, une fois pour toutes. Et il faut aussi savoir que je le fais bien souvent dans un brouhaha incroyable, qu'on n'entend pas sur mes vidéos. Mais il faut vraiment être au Parlement, dans le public. Quand on vient au Parlement et qu'on est dans le public, on ne m'entend pas. On ne m'entend pas, il y a trop de bruit. Ils interviennent, ils m'insultent. Bon, ce sont souvent les élus du Parti Socialiste qui m'insultent, mais il est très difficile, malheureusement, dans une atmosphère pareille, de garder un débat serein. Ce jeudi, c'était la même chose. Mon intervention pour demander des comptes suite à l'arrestation de Bahar Kim Young-gur, j'avais une socialiste qui était totalement excitée et qui me disait « Silence, silence, silence !» Mais à longueur de temps, mais c'est énervant à la fin, quelqu'un qui répète toujours la même chose. Donc je sais qu'ils le font exprès pour m'énerver aussi, mais finalement je crois que les gens ils attendent ça aussi, ils attendent quelqu'un qui sort du politiquement correct et manque peut-être un peu de respect vis-à-vis de ces gens qui, eux, ne respectent pas les citoyens. Donc je pense que c'est un juste retour des choses. Alors par rapport aux photos d'autopsie de Julie et Mélissa, c'est vrai que je les ai décrites sur mon site internet, je ne les ai jamais publiées. Je les ai montrées à certains journalistes lors d'une conférence de presse à laquelle le public n'avait pas accès. Parce que je voulais mettre ces journalistes devant leurs responsabilités. Les journalistes sont tous des hommes ou des femmes, avec des parents, des enfants, une famille. Et je ne comprends pas comment, sous prétexte de gagner son salaire tous les mois, on peut à ce point participer au système et finalement se foutre totalement de la mort de ses enfants, dans le cas du dossier Dutroux. Parce qu'en ne dénonçant pas ce que j'ai dénoncé, parce qu'ils sont au courant, tous ces journalistes savent la vérité. Je parlais encore dernièrement avec un député écolo qui me disait « Oui, mais tu vas trop loin, tu sais très bien qu'on n'avancera jamais dans ce dossier. » Je lui dis « Oui, mais est-ce que tu peux dire que ce dossier, la justice est arrivée à la conclusion qui est exacte et qu'on ne nous a pas caché des choses ?» Je dis « Bah non, on sait bien que ce dossier, on n'aura jamais la vérité. C'est pas la vérité, mais c'est comme ça, on ne peut pas aller plus loin. » Et je lui dis « Mais toi, tu sais vivre avec ça ? Si tu es député, pourquoi tu ne me soutiens pas ? Tu sais vivre avec cette idée-là ? Tu sais te regarder dans un miroir ? Oui, mais c'est trop compliqué, c'est dur, et puis on n'arrivera jamais parce que ça intéresse des personnes trop haut placées. » À ce moment-là, chacun doit faire face à son éthique et à sa morale. Moi, je m'en fous de ma carrière, je m'en fous de me faire mal voir par certaines personnes. Tout ce qui compte pour moi, c'est de faire mon travail convenablement et de pouvoir me regarder dans un miroir. Je peux le faire aujourd'hui. Donc, ces journalistes participent à ce système, ils préfèrent ne pas trop intervenir,
et finalement savoir que ses enfants sont morts et qu'on n'a pas dit la réalité. Bon. Je savais qu'en remuant ce dossier, ça allait être difficile, évidemment, et j'allais avoir des ennuis, mais je l'ai fait quand même. Alors j'ai eu bien entendu des contacts avec la famille. C'est la grand-mère de Julie qui est entrée en contact avec moi, une personne âgée hein, qui a beaucoup de difficultés à se déplacer, et elle m'a dit qu'elle me soutenait dans cette démarche de vérité, qu'elle était totalement aujourd'hui opposée à Jean-Denis Lejeune, qu'elle accuse d'avoir totalement zappé un peu le passé, du moins en ayant un petit peu profité médiatiquement, on va dire. Ce qui, je peux comprendre, n'est pas facile pour des parents de se retrouver face aux médias, face aux politiques. C'est clair que c'est pas évident pour eux. Ils ont fait comme ils pouvaient. Mais bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait un grand différent familial à ce niveau-là. Et en tout cas que la grand-mère, bon, même si elle ne pouvait pas, par respect pour la famille, même si les Lejeune sont séparés, il y a quand même toujours le frère de Julie qui est là. Et par respect pour lui, elle ne voulait pas m'apporter un soutien public, mais en tout cas, elle m'a apporté un soutien moral, ce qui m'a bien entendu fait plaisir humainement, même si médiatiquement, ça n'a eu aucun intérêt, aucun impact, puisque je ne pouvais pas le révéler. Je pense maintenant, après plus d'1 an et demi, je pense que je peux en parler, sans trahir quoi que ce soit. Donc voilà, je crois que les parents n'ont pas beaucoup de choix aujourd'hui. Ils savent très bien que s'ils grattent, ils n'arriveront à rien. Madame Rousseau était sénatrice, elle sait très bien, elle voulait se battre pour la cause des enfants, elle a très vite compris, hein, elle a démissionné et elle a quitté le monde politique. Donc je pense que là c'est assez clair. Moi je n'ai rien contre ses parents. Si j'ai agi, c'était pour essayer justement que les petites filles ne soient pas mortes pour rien. Aujourd'hui c'est le cas, parce qu'il n'y a que vraiment 2 personnes qui sont encore sous les verrous. Les autres coulent des jours paisibles. Je trouve pas ça normal. Et ben voilà, si la justice belge, si l'opinion publique belge, si les citoyens, si les médias, les politiciens belges trouvent que c'est juste, je leur laisse avec leur morale. Moi, je ne pense pas que ce soit juste. Et donc, j'ai fait ce que je pensais devoir faire, quitte à choquer. C'est vrai que au mois de mars 2013, donc j'ai été contacté par les responsables du mouvement islam, qui était à l'époque particulièrement critiqué dans les médias, et dont certains politiques s'étaient même levés pour réclamer l'interdiction de leur parti, ce qui moi en tant que démocrate ne pouvait pas me convenir, parce que interdire un parti, oui mais où va-t-on? Demain ils feront tout, les partis dominants feront tout pour interdire tous les autres partis et être sûr d'être au pouvoir. Je trouve que ça, c'était une demande totalement antidémocratique provenant d'élus de la majorité, ce qui pour moi était encore plus grave. Donc c'est vrai que j'avais une certaine sympathie pour eux, parce que je me disais, ce n'est pas juste qu'on veuille interdire leur parti. Mais d'un côté, je me demandais pourquoi venir me voir. C'est vrai que j'avais eu par le passé certaines interventions qui auraient pu vexer quelque peu les musulmans. Encore une période où je n'étais pas aussi éveillé qu'aujourd'hui. Ça, ce sont des propos que je regrette aujourd'hui, évidemment, parce que simplement c'est l'expression de la bêtise qui était la mienne à l'époque. Donc, je n'ai pas peur de le dire, on évolue, on grandit, on est tous les jours de plus en plus intelligent, et c'est bien de reconnaître ses erreurs, je crois. Malheureusement, les politiciens ont tendance à ne jamais faire. Alors, ils sont venus me voir, je me demandais pourquoi ils voulaient me voir. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Ils étaient très sympathiques, avec ils me lançaient beaucoup de fleurs, beaucoup de louanges à mon égard. Et donc, c'est vrai qu'ensemble, nous avions décidé de lancer un mouvement de réconciliation national sous le nom islam. Ce qui pouvait porter un peu à quelques difficultés, je l'avoue, parce que pas mal de mes soutiens ne comprenaient pas pourquoi ce nom, islam.
Moi, je trouvais que c'était une belle provocation au niveau du système. Finalement, on voulait interdire un parti, mais par mon intermédiaire, il rentrait au Parlement directement. Donc je trouvais ça une belle quenelle, quoi. Je trouvais ça vraiment très bien. Et en plus, le message que nous voulions développer était très bon, avec une ouverture d'islam à des catholiques, à des juifs non sionistes évidemment, islam avec des Africains, des Arabes, des Belges de souche. Donc je trouvais ça un beau mouvement d'ouverture. Et donc c'est vrai que le projet m'a plu, m'a attiré, et donc j'ai voulu le développer. J'ai eu beaucoup de mises en garde, dont celle de Yahya Gouachmi, le président du parti antisioniste français, qui m'a dit oui, mais ces gens sont là pour être des agents de l'État, ils ont des liens trop forts avec le Maroc. Le Maroc, on sait très bien, le Maroc c'est un pays quand même qui soutient le sionisme largement. Méfie-toi. Bon, à ce moment-là, je n'avais pas d'éléments pour donner véracité à ces propos. Donc j'ai fait confiance. Comme souvent, malheureusement, je fais confiance. Ce n'est qu'après que je vois. Mais je préfère tenter le coup que de rester sur la défensive dès le départ et refuser quelque chose sans même essayer de le développer. Donc, il y a eu un grand rififi, hein. Je trouve ça de la stupidité. En tout cas, leur comportement m'a démontré qu'ils étaient bien ce que Yahya Gouachmi m'avait dit. Donc des agents qui sont là uniquement pour donner une mauvaise image de l'islam, faire croire que les musulmans ne demandent qu'une chose, c'est l'application de la charia en Belgique, islamiser le pays, totalement à l'opposé de ce qu'ils m'avaient promis défendre comme projet. Donc à ce moment-là, nos chemins se sont séparés. Ils diront qu'ils m'ont exclu, je dirai que je les ai exclus. Enfin, quoi qu'il en soit, je sais très bien que si j'avais voulu continuer avec ce nom islam, j'aurais pu le faire. Légalement, je pouvais. Je n'ai pas voulu créer des difficultés à encore entrer dans les procédures judiciaires parce que je suis pas là, je suis pas payé pour aller devant les tribunaux. Je suis là pour être au Parlement et défendre un discours politique. Et donc j'ai laissé tomber cela et on a développé avec tous les sympathisants d'islam, ce qui est quand même incroyable, ce fameux mouvement Debout les Belges. Donc Debout les Belges aujourd'hui se compose non seulement de mes soutiens non musulmans, du soutien de la communauté congolaise, africaine plus largement, mais aussi de tous les sympathisants d'islam. Donc finalement, islam, il reste 3 personnes, dont 2 élus communaux, c'est vrai, mais 3 personnes. Donc je leur souhaite bien du plaisir entre eux et bien entendu, je serai leur principal adversaire pour lutter contre l'islamisation du pays, même si je pense qu'il est temps que la population belge se rende compte qu'il y a près de 50% de musulmans, par exemple à Bruxelles, qu'il faut donc essayer de comprendre les musulmans, comprendre l'islam, pour se respecter. Parce que je n'ai pas envie que dans 20 ans, il y ait une guerre civile à Bruxelles ou en Belgique, parce que les gens auront vécu les uns à côté des autres sans jamais se parler, en croyant toujours que l'autre est un danger. Et je n'ai pas envie de voir des actes se produire comme on a pu connaître à Trappes cet été, avec des femmes frappées, agressées en rue parce qu'elles portent le voile. Mais je n'accepterai pas non plus que les femmes non voilées se fassent insulter par des pseudo-musulmans qui veulent leur imposer le voile ou qui estiment qu'elles n'ont pas à se promener en jupe. Je crois que ça, c'est un respect qui doit se créer et que ce respect ne se créera que lorsque les communautés se connaîtront. Et donc c'est bien entendu un des projets du mouvement Debout les Belges, à côté de tous les autres projets que nous défendons. C'est clair que j'ai souvent changé de parti politique. Donc j'ai cherché en fait un peu partout des gens honnêtes, des gens sincères et des gens qui avaient un véritable projet de fond. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai beau chercher, le monde politique est tellement pourri
que je ne trouve pas ces personnes. Au MR, j'ai trouvé des gens qui n'avaient aucun respect pour les jeunes, où les jeunes étaient juste bons à porter des tables et à être les larbins des élus. Au PP, je me suis retrouvé au milieu d'un cirque avec des gens qui passaient plus de temps chez leur maîtresse que dans leur bureau, avec de l'argent public qui servait à arroser des petits amis, dont l'ancien président du CCOJB, Joël Rubinfeld, qui a bien profité de la dotation publique du Parti populaire, hein, en louant des bâtiments à prix d'or, en bénéficiant d'un salaire exorbitant. Au MLD, j'ai subi malheureusement la venue d'énormément d'espions. Donc quand j'ai quitté le PP, tout le monde était content. Quand j'ai créé le MLD, et là on était déjà plus très content. Et donc j'ai vu plein de gens arriver, et plein de gens qui à la première occasion m'ont planté un couteau dans le dos, sans que je ne change quoi que ce soit à la politique qui avait été décidée. Bon, ok. Quand j'étais indépendant, j'étais très bien. Ennuyé par personne. Et chez Islam, bon ben là, ce qui a été positif, c'est que j'ai appris à connaître la communauté musulmane. Donc ça m'a rendu plus intelligent, ça m'a permis d'évoluer, et ben j'ai compris que j'avais été un mouton en suivant l'avis des médias par rapport à l'islam et aux musulmans, en croyant que finalement c'était tous des terroristes en puissance, ce qui n'est pas le cas du tout. Et donc pour moi c'est une grande richesse. Mais au niveau de mon parcours politique, c'est toujours une grande richesse. Quand j'ai défendu le Congo et que j'ai été vraiment très bien accueilli dans la communauté congolaise, j'ai appris plein de choses, dont la fameuse cuisine congolaise, hein, que je conseille à tout le monde. Ça m'a permis d'aller faire une visite au Congo, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Donc très enrichissant. C'est, je crois, la chose la plus enrichissante au niveau de mon mandat politique, c'est d'avoir pu apprendre à connaître plein de communautés différentes. C'est une richesse incroyable. Cette richesse, elle est en Belgique. Chaque citoyen peut le faire à condition d'ouvrir son esprit et d'être dans une démarche positive. Donc voilà, finalement, positif, oui. Aussi parce que j'ai toujours été franc, j'ai toujours dit, bah oui, voilà, quand ça ne me plaît pas, je m'en vais. Donc je vais au bout de mes idées. Quand j'étais au Parti populaire, on a voulu changer le programme du parti, ça ne m'a pas plu. Voilà, j'ai claqué la porte. Faut savoir qu'au Parti populaire, même je me retrouvais dans des bureaux politiques où même une fois on a exhibé une arme. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, exhiber une arme au sein d'un bureau politique, je crois que c'est une première. Même au PS, ils n'ont pas ça. Pourtant, ils sont connus pour être des gangsters en puissance, mais même chez eux, il n'y a pas ça. Donc je me suis dit, mais là où je suis tombé, donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, mais bon, finalement, ça m'a permis de faire mon chemin, et je pense que s'il faut faire des erreurs pour mieux avancer et mieux évoluer, je pense qu'on doit tous faire des erreurs dans la vie. On m'a souvent reproché d'être opportuniste, mais je crois que c'est un faux débat. Si j'avais été opportuniste, j'aurais vendu mon âme au diable et je serais resté au Parti populaire. Au Parti populaire, on avait, grâce à mon siège, 40 000 € par mois. J'avais là tous les instruments en main pour me garantir ma place. Soyons clairs. Or, j'ai voulu justement ne pas renier mes idéaux et partir, parce que je ne voulais pas qu'on tape sur les musulmans ou sur les étrangers pour faire des voix. Et pour moi, c'est pas un discours politique, ça. Et donc, je suis parti. J'ai tout sacrifié. Je me suis mis en danger. J'ai bien entendu fait perdre au Parti populaire sa dotation de 40 000 € par mois. Vous imaginez, en 4 ans, c'est une économie de près de 2 millions d'euros qui a été faite là. Avec 2 millions d'euros, je pense qu'aujourd'hui, je ne devrais pas faire des vidéos pour faire des appels aux dons. Hein. Dans un premier temps, j'ai cru que cette levée d'immunité allait m'empêcher de m'exprimer au Parlement. Donc là, je me suis dit, oui, qu'est-ce que je vais faire? Mon avocat, Maître Courtois, l'avocat de Dieudonné en Belgique, m'a rassuré depuis et m'a dit que ça ne m'empêchait pas de tenir mes propos au sein du Parlement. Il fallait juste que je sois plus prudent à l'extérieur du Parlement, ce que j'essaye d'être aujourd'hui. Donc ça ne va rien changer concrètement.
je reste au Parlement, je peux continuer à dire ce que j'ai à dire et intervenir toutes les semaines. Donc pour moi, c'est bon. Et c'est dans cette logique-là que cette levée d'immunité ne me fait pas du tout peur et ne m'empêche pas de dormir. D'ailleurs, je vais réclamer la levée de l'immunité devant le Parlement parce que je pense que c'est un bon moyen aussi pour moi d'exprimer mes idées et le programme du mouvement Debout les Belges. Nous luttons contre tous les privilèges et je pense que l'immunité, c'est un des privilèges les plus importants qui fait partie d'un privilège d'une époque totalement révolue. Les parlementaires sont des citoyens comme les autres, ils ont à rendre des comptes devant la justice et donc je ne vois pas pourquoi on devrait y échapper. D'autres y échappent grâce à cette immunité, d'autres s'y accrochent comme Bernard Westphal, mais bon, voilà, moi je suis clair avec cela. Je ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir répondre de ces accusations en justice. Et nous verrons qui sortira vainqueur. Et je me suis construit tout seul. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vraiment une influence. Ou alors une influence, mais sur des points très précis. Je pense que au niveau du rentre-dedans, j'aime beaucoup Coluche. Sa candidature aux élections présidentielles, pour moi, c'est une perle. C'est magnifique. Bon, malheureusement, ce qui lui est arrivé après est moins magnifique. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qu'on a tout le temps pris pour un imbécile, alors qu'il n'était pas du tout imbécile. Il est très intelligent et très conscient de la réalité. D'ailleurs, ce qu'il a dit à l'époque est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, j'aime bien aussi ce personnage parce qu'on me prend aussi pour un con à longueur de temps. On essaie de toujours me ridiculiser et de faire croire que ce que je dis sont des conneries, alors que je crois que je sais très bien ce que je dis. Et ça me fait penser simplement, quand j'ai fait une intervention sur la lutte contre le racisme, j'ai parlé à un moment donné de population halogène. Et tous les socialistes se sont mis à rire. Halogène, oh, c'est des lampes. Je leur ai bien envoyé un mail après pour aller leur dire de regarder le dictionnaire et qu'il y avait halogène avec un H, oui, mais aussi il y avait halogène avec un A et deux N. Ils ne savaient pas. Donc voilà, ça montre qui est le plus con de tous. Sinon, qu'est-ce que je peux avoir comme autre influence? Je pense qu'au niveau de l'élocution ou du discours politique, j'aime beaucoup la manière de parler de Nicolas Sarkozy. Sans aller partager ses idées, du moins toutes ses idées, et plus aujourd'hui, même si j'étais un grand fan par le passé, quand j'étais con encore. Sinon, pas vraiment d'influence. Je me construis tout seul. Je suis pas quelqu'un qui va regarder énormément de reportages ou quoi que ce soit. J'apprends très vite, j'emmagasine très vite et je fais les liens en fait assez rapidement maintenant. Donc on peut pas dire qu'il y ait énormément d'influence et surtout je n'appartiens à aucun mouvement idéologique, ni de gauche ni de droite. Pour moi ça n'existe pas. On a inventé ça encore une fois pour diviser les gens. Si j'ai peut-être un courant, oui, c'est le courant du bon sens et du courage. Voilà, c'est tout ce qui compte pour moi. Et puis maintenant, il y a le courant de la dissidence que j'essaye de fédérer, même si ce n'est pas facile. Mais c'est un courant qui va des fois dans tous les sens. Donc je crois que le courant de la dissidence, c'est la liberté d'expression et c'est la liberté de penser. Et en ça, je trouve que c'est le plus beau mouvement qui existe, à condition que tout le monde tolère cette liberté de penser à chacun. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. On a pu voir ces derniers temps quelques échauffourées au sein de la dissidence. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être et qu'on gagnerait beaucoup à ne pas aller dans des guerres de ce genre-là parce que c'est tout ce que nos adversaires attendent.
Bah, c'est clair qu'égalité et réconciliation, on ne peut que saluer le travail qui a été fait depuis des années par Alain Soral. Euh, tout ce qu'il a développé, la plateforme qu'il a développée, c'est quelque chose d'admirable. On aime ou on n'aime pas Soral, libre à chacun. Mais tout ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue ouverture d'esprit, éveil de la population, il a fait vraiment un travail extraordinaire. Et donc là, je le salue, bien sûr, pour son travail. Pour le reste, c'est clair que je me sens proche de Dieudonné également. D'ailleurs, dans son dernier spectacle Mur, j'ai été très satisfait de voir qu'il faisait référence au dossier Dutroux. Pour moi, c'est important. C'est important parce que ça permet encore à certaines personnes d'ouvrir les yeux sur ce dossier qui m'a particulièrement touché. Je vais encore revoir Dieudonné prochainement. Je crois que c'est vraiment quelqu'un de bien courageux, qui continue malgré tout à tenir bon malgré l'acharnement médiatique, l'acharnement judiciaire à son égard. Donc j'ai de très très bons contacts avec lui. Mais en fait, on travaille ensemble dans cet objectif de collaboration et d'union de la dissidence. Donc je pense que Dieudonné est la figure la plus emblématique de la dissidence et de la lutte contre le sionisme. On ne peut être que proche. Pour tous les autres, que ce soit Salim, Alain, pour moi ce sont des compagnons de bataille. On est tous dans le même combat. Donc c'est clair qu'il y aura toujours du respect, en ce qui me concerne en tout cas. Et je ne m'attaquerai jamais à eux de fond, même si je ne suis pas toujours d'accord sur tout. Mais en tout cas, beaucoup de respect pour ce qui est fait, pour le courage qu'ils ont. Mais voilà, je pense qu'il est temps aussi qu'en Belgique, on développe une structure qui aille dans le même sens que ce que fait Alain Soral, peut-être avec plus de sensibilité belgo-belge. C'est peut-être ce que j'essaye de faire avec Debout les Belges, peut-être au niveau politique pour le moment. Surtout pour défendre la liberté d'expression. Pour moi, c'est très important. Donc, l'avenir nous le dira, ce qui se passera. Mais je pense, contrairement à Alain Soral, et c'est peut-être sur ce point-là qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'Alain Soral considère que ça ne sert à rien de faire de la politique. Moi, je crois qu'on gagne plus en disant des vérités à la tribune d'un parlement que dans un salon privé. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Et je pense peut-être que si on avait tous vocation à encourager les dissidents à faire de la politique, peut-être que finalement le monde politique serait composé de moins de crapules qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc je crois que là on a une responsabilité. Il faut bien savoir que si on ne s'occupe pas de politique, la politique elle s'occupe de vous, de nous. Et donc pourquoi ne pas encourager tous les gens qui sont éveillés, qui ont fait un cheminement et qui pour visiter Égalité et Réconciliation, le site internet, et être membre ou être fan, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut avoir ouvert les yeux. Donc ces gens-là, plutôt qu'ils restent chez eux, moi je préfère qu'ils s'engagent en politique et qu'ils participent à ce mouvement d'éveil collectif de la société. Pour moi, c'est primordial. Et c'est pour ça que je crois que ce n'est pas un problème pour moi d'être en politique, et je pense que c'est la voie à suivre pour tout le monde. On ne gagne pas à tous les coups. Je pense que peut-être certains sont refroidis par rapport à l'aventure du parti antisioniste aux élections européennes il y a quelques années. Mais au moins, une voix de gagnée, une personne d'éveillée, c'est magnifique. C'est déjà ça. C'est toujours mieux que zéro. Donc voilà, ça c'est ma logique à moi. J'espère qu'elle sera de plus en plus partagée parce que je pense qu'il y a des gens de qualité dans Égalité et Réconciliation et donc ils doivent s'exprimer. Bon, évidemment, comme on parle souvent dans le bureau avec mes collaborateurs d'Égalité et Réconciliation, c'est clair que le mot réconciliation est dans la tête. Donc peut-être qu'inconsciemment ça a joué, mais je crois justement la réconciliation, c'était la base même du projet que j'avais avec Islam. Ce projet était tombé à l'eau, moi j'ai continué parce que j'y tiens. Et donc ce mot s'est imposé, réconciliation et unité nationale, parce que ça marque aussi en Belgique. La société est très divisée, le racisme est très important, et il y a même l'opposition flamand-wallon. Donc je pense que réconciliation et unité nationale, ça n'a vraiment de sens qu'en Belgique, pour moi. C'est le mot qui tombait à pic
pour développer ce mouvement et qui correspondait au mieux à l'idéologie du mouvement. Mais si en même temps on peut faire un peu d'hommage et de coup de pub à Égalité et Réconciliation, c'est un grand plaisir.